Un autre second sujet ce matin, messieurs, parlons-en. Hier encore, Niat Ndifendi a été reconduit, messieurs, au perchoir du Sénat. Albert Anatola ici. Écoutez, je ne m'attendais pas à une révolution au sein des institutions camerounaises. Vous savez, lorsque vous avez l'habitude de la lecture du paysage politique, notamment au sein du RDPC, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti présidentiel, bien évidemment, la discipline du parti a prévalu en lieu et place de la démocratie. Parce que ici, il fallait justement demander véritablement aux sénateurs de faire un choix objectif et personnel. Je ne suis pas certain qu'ils auraient pu réélire M. Niat Ndifendi. Malheureusement, c'est vraiment déplorable parce que M. Niat Ndifendi il est fatigué. Tout comme M. Kabaïgui Djibril, il est fatigué. Je pense qu'il fallait une alternance de ce côté-là, j'allais dire. Il fallait une alternance. Mais il ne faut pas aussi condamner quand même le parti politique, c'est-à-dire les militants du NDPC, que ce soit au niveau de la Chambre haute ou la Chambre basse du Parlement, parce que j'ai assisté à quelque chose de pas possible lors de l'élection du Suprême et de la ville de Douala. Et j'étais surpris de constater qu'il y avait non seulement, il y avait deux candidats à la fin, M. Mbassa Diné et M. Jean-Jacques Kindi. Qui est venu à la dernière minute, il faut préciser. Non, qui a posé sa candidature, qui a présenté sa candidature le premier jour. Parmi, il y avait 269, je crois, 269 conseillers municipaux. Sur les 269 conseillers municipaux, je crois qu'il y avait 52 conseillers municipaux des partis politiques de l'opposition. Et à la fin du vote, j'ai été désagréablement surpris de constater que M. Jean-Jacques Kindi a obtenu 29 voix. Ça veut donc dire que les 52, où sont passés les 52 votes de l'opposition? Donc ça veut donc dire que si ça s'est passé comme ça s'est passé en bas, ça veut dire que même en haut, au sein de l'opposition, je ne voudrais pas, n'est-ce pas, titiller M. Bikaï, qui est très engagé dans un parti politique que je connais, mais je constate que même au sein de l'opposition, député dans les années à venir, hein. Même au sein de l'opposition, beaucoup restent dans le logiciel du parti unique. Parce qu'ils n'arrivent pas à faire violence, peut-être qu'ils ne se font pas encore confiants de ce côté-là. La preuve par mille, lors des différentes consultations que le Cameroun a eu à connaître depuis 2018, vous avez constaté que l'opposition a eu de la peine à pouvoir présenter une candidature unique de l'opposition. Éric Pépin Bikaï, pour certains Camerounais aujourd'hui, si on a reconduit Niat Ndifendi Marcel, c'est parce qu'à un moment donné, il y avait des rumeurs qu'il était mort, il fallait que tout le monde le voie en vie. Non, en fait, moi je pense que c'est une mauvaise approche de pouvoir. En fait, c'est une mauvaise réponse à une rumeur qui est infondée. On était ici mercredi et on célébrait la nomination de la jeune parlementaire namibienne au poste de ministre délégué en charge de la communication et des nouvelles technologies d'information. Et on disait qu'il était grand temps que l'Afrique se prenne en main et se prenne au sérieux. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il est temps qu'on renouvelle la classe politique du Cameroun par le sommet. Parce qu'un renouvellement par le bas ne peut pas avoir un impact sur l'espace socio-culturel. On est en train de traverser plusieurs passes qui peuvent s'illustrer par des différentes crises qui s'installent et qui ont de la peine à sortir de cet environnement-là. Mais l'un des constats qui transparaît à travers une lecture simple est lié également à l'extrême longévité d'un certain nombre d'acteurs sur l'espace politique, sur cet espace politique-là. Ils peuvent être brillants, ils peuvent être compétents, mais le fait qu'ils sont là depuis plusieurs années peuvent être également à l'origine d'une inconséquence et d'un nombre de problèmes qui s'enchaînent et qui se relèvent. Monsieur Niat, tout le monde le sait, est malade. Monsieur Kavaï également est malade. Est-ce que c'est ce que le Cameroun doit présenter aux yeux du monde comme étant... mais si ces vieux sont là et qu'ils peuvent gérer justement les parlements. Je suis d'accord avec la discipline du parti. Oui. Mais je pense qu'au sein même du RDPC, il y a des jeunes compétents qui peuvent prendre le relais. Et Pépin Bika, vous savez quand même que du côté des États-Unis d'Amérique, on a deux jeunes vieux qui sont en train de se battre pour le parti démocrate. Je suis d'accord. Bernie Sanders. Vous parlez de deux jeunes vieux.
un était aux affaires, en fait, était vice-président de Barack Obama. Oui. Et un n'a été que sénateur. Joe Biden et Bernie Sanders. Mais eux, ils aspirent à la magistrature suprême. Donc, ils sont jeunes au niveau du poste suprême. Mais là, je parle de gens qui sont là depuis très longtemps et qui sont d'une compétence avérée, mais l'extrême longévité aux affaires peut être un motif, un outil d'inconséquence. Donc, il faut qu'on présente autre chose aux yeux du monde. Le monde est en train de se rajeunir sur le prisme politique et plus sur le prisme des hommes. Parce qu'aujourd'hui, comparativement à ce que Barack Obama disait lors de son discours, je pense que c'était à l'Union africaine, que l'Afrique a plus besoin des institutions fortes que des hommes forts. Mais aujourd'hui, davantage, on a besoin d'une jeunesse assez forte qui essaie de s'assumer. Donc, avoir M. Niat réélu à la tête du Sénat, j'ai vu les images cette nuit, il marche à peine, mais il est tout souri quand même. J'étais content de cette réélection-là. Mais on a comme l'impression qu'il y a autre chose qu'on nous présente que vraiment la fonctionnalité de ces types de pouvoirs-là. Je vais également répondre rapidement à Albert Anatola ici par rapport à ce qui s'est passé le 4 mars 2020 sur l'élection du maire de la ville, notamment avec la candidature de Jaja Kindi. Il ne faut pas oublier que Jaja Kindi, dans ce conseil-là, lui, il avait 2 conseillers, 2 ou 3 conseillers. Pourquoi lui, il allait aux élections quand lui n'a que 2 conseillers ou 3 conseillers? Donc, ça veut dire que s'il a pu avoir 25 voix pour, il a beaucoup fait. Parce que lui-même, il était là déficitaire. Donc, sa candidature était problématique, puisqu'il comptait sur quoi? Il allait dans une élection où lui-même, les nombres de voix qui peuvent lui être acquises ne sont que 2 sur 269. Donc, on ne peut pas accuser l'opposition, et surtout que l'opposition n'est pas un parti politique. L'opposition est constituée des partis politiques qui ont des idéologies différentes. Et lorsque nous sommes dans un conseil, chaque parti s'attelle à faire prévaloir son idéologie, et ce sont les élections locales. Moi, dans cette élection, j'avais un ami qui est du RDP, un frère qui est du RDPC. Et donc, si j'étais appelé à voter, je devais voter pour lui. Parce que d'abord, c'est un frère. Et c'est une élection locale. C'est parce qu'on se comprend. On se comprend parfaitement, voilà. Eric Pépin-Bikaï. Donc rien à voir avec l'idéologie du parti. Docteur Béniclis Kiézé, justement, ces derniers temps, on a des rumeurs depuis quelques jours que le chef de l'État camerounais Paul Biya est mort. On a justement un homme qui peine à marcher, qui est reconduit à la tête du Sénat, alors que c'est lui, selon la Constitution de 1914, qui pourrait remplacer le chef de l'État en cas de décès. On n'a pas un problème de paradoxe? Le paradoxe est celui du système en lui-même, les systèmes politiques africains, comme le disait tout à l'heure Bikaï. Non, les systèmes politiques ne se renouvellent pas. Ce sont plutôt des hommes. La dynamique du renouvellement en termes d'hommes est déjà un acquis. On le constate partout. Mais les systèmes politiques en Afrique ne se renouvellent pas. Puisque renouveler un système politique, c'est renouveler les idées de gestion d'une cité. Ça, c'est ce qu'on appelle le renouvellement politique. Plutôt, nous assistons à un renouvellement d'hommes. Mais ce qui n'est pas le cas d'un certain nombre de partis politiques. Déjà, nous avons une fausse conception du système en place qui a été hérité de la colonisation, qu'on appelle aujourd'hui, à raison, le néocolonialisme. Nous pensons que la longévité au pouvoir est un gage d'un bon leadership. C'est une erreur. Vous voyez, ce n'est pas en mettant longtemps au pouvoir qu'on va prouver qu'on est un bon leader. C'est une erreur, fatale même pour l'Afrique. Mandela n'a fait qu'un mandat. Il a laissé. Mais son leadership continuait de résonner jusqu'après son mandat, jusqu'aujourd'hui. Donc, on ne gouverne pas en politique. La personne physique n'est pas l'élément d'une gouvernance. C'est les idées qu'incarne une personne. Quel héritage le RDPC va laisser demain à ceux qui vont hériter de ces partis politiques? Lorsque et qui seront bien sûr à la tête de ce parti politique après le départ justement du chef de l'État camerounais Paul Biya. Justement, c'est cela. Voilà pourquoi vous voyez les grands esprits. Il ne partira jamais. Non, c'est pas sûr que les gars du RDP seront toujours aux affaires. En fait, pour essayer un peu de... Il y a quelqu'un qui a dit l'homme politique réfléchit en termes des élections prochaines, l'homme d'État réfléchit en termes des générations futures. Je pense que le RDPC et tous les partis au pouvoir en Afrique ont intérêt à commencer à repenser l'Afrique sur le paradigme générationnel et non sur le paradigme de rester au pouvoir et gérer la cité. Ça constitue un frein
à l'Afrique. De deux, vous voyez, la plupart des partis de l'opposition, dans les systèmes que nous avons hérités de la colonisation, sont des partis politiques, des satellites en réalité. C'est-à-dire des partis politiques qui sont parasitaires du système en place, qui sont là pour accompagner l'exercice du pouvoir, qui mangent avec les pouvoirs, mais à la rue, ils font semblant de s'opposer. En fait, nous n'avons pas une opposition politique, mais nous avons une opposition d'homme à homme et de système à système. Parce que quand on est une opposition politique, on suppose qu'on a un projet de société qui n'est pas forcément le contraire du projet qui est là, mais qui a une autre approche de la chose publique. Donc, vous n'êtes pas là pour vous opposer à tout ce qui s'est fait, tout ce qui, par exemple, dans la situation actuelle, où le Cameroun et tous les pays africains sont frappés de plein fouet par le coronavirus. En réalité, le civisme exige qu'il y ait une union de la nation autour d'une cause commune qui est la lutte contre... Et ce n'est pas ce qu'on voit, hein, docteur Béné. Et justement, c'est là que j'ai parlé donc des oppositions fantoches en Afrique. Il faut construire un projet commun auquel doit adhérer tous les partis politiques, peu importe cette obédience. Et je pense que ces projets existent. C'est le projet panafricain. Il faut affranchir. Oui, ces projets existent, mon frère. Il ne faut pas rire. Ce sont les partis politiques en Afrique qui sont en retard. Ces projets existent avant même les indépendances africaines. Les projets panafricains stipulent 1. Il faut affranchir l'Afrique de la domination occidentale. 2. Il faut promouvoir l'autonomie systémique de l'Afrique. 3. Il faut à tout prix développer les continents noirs sur des paradigmes locaux. C'est-à-dire donner le pouvoir au peuple africain de jouir de son patrimoine naturel et de se sentir mieux chez lui, au lieu d'envier les autres. Ces projets existent. Ce sont des partis politiques qui ont été, n'est-ce pas, parrainés par l'Occident, qui sont en déconnexion avec l'aspiration même de peuples africains. Et il faut donc ramener ces partis politiques à l'ordre pour leur dire, vous ne faites pas la politique pour servir l'Occident, vous ne faites pas la politique pour vous servir, mais vous faites la politique pour servir un peuple. Et ce peuple-là a des aspirations auxquelles doit parvenir votre projet. Si votre projet ne concourt pas cela, alors messieurs, abandonnez la politique, faites les affaires. Abandonne la politique et faites les affaires. Ce serait le cas, Albert Anatolaïs, et pour ceux du RDPC, on parle de la gérontocratie. J'ai un gros problème avec les leaders, enfin les leaders politiques africains d'une manière générale. Il y en a qui viennent en politique et j'ai été très très embêté lors des dernières consultations qui ont été organisées, que ce soit ici ou ailleurs, où vous voyez des partis politiques solliciter, n'est-ce pas, la charité des populations pour présenter leur candidature, pour continuer le dossier de candidature. Ce qui suppose donc que ces gens, ils partent en politique sans avoir ni les moyens financiers, quelquefois ni les moyens idéologiques. Parce que quand bien vous allez fouiller ces idéologies, vous ne trouvez que dalle, vous ne voyez que dalle. Et c'est très embêtant de penser que l'on va en politique pour se faire de l'argent. Voilà. Ça, c'est important. Deuxième chose, je m'inscris pratiquement dans le même casting, dans le même paradigme que Béni Chris, où je crois que le panafricanisme, ce n'est pas une utopie. Parce qu'aujourd'hui, dans une situation comme celle que nous vivons actuellement, c'est-à-dire une crise sanitaire, une guerre bactériologique, et je pense que le panafricanisme, c'est une solution. On ferme les frontières. Tout à l'heure, j'évoquais, peut-être beaucoup m'ont ri. Parce que si la Chine est devenue cette puissance qu'elle est, c'est parce que la Chine s'est enfermée. Parce que la Chine a une culture. Parce que la Chine a une idéologie. Parce que la Chine a un projet. Donc, je pense qu'aujourd'hui, demander à un seul leader des partis politiques d'opposition quel est son projet, va te dire il veut le pouvoir. Il veut juste aller à la présidence de la République. C'est tout ce qu'il veut. Il veut aller à la magistrature suprême, mais ça ne fonctionne pas comme ça. J'ai de l'admiration par rapport au travail que M. Étienne Tshisekedi a accompli au Congo. C'est-à-dire qu'il a été un combattant, il a été un opposant de la première heure, il a été un nationaliste, mais le travail qu'il a engagé ne lui a pas profité à lui, ça a profité aux d'autres générations, même si c'est son fils qui est aux affaires. Qui est aux affaires sans être vêtement aux affaires, puisque c'est pas lui qui contrôle le pouvoir de la République démocratique du Congo. En tout cas, c'est un signe. Quoi qu'il en soit, je pense que je voudrais pas
embarrasser Eric Pépin Bikaï. Vous ne l'embarrassez pas, hein? Mais je pense que aujourd'hui, il est important de sortir des discours. La plupart de ceux qui gouvernent en Afrique sont des sous-préfets, comme j'ai l'habitude de le dire, ou des gouverneurs du système Ojola, c'est-à-dire le jacobinisme. Voilà, donc je pense que je ne voudrais pas... lorsque vous, par exemple, vous voyez monsieur Houphouët-Boigny, c'était un Français, c'était un francophile, il ne s'en cachait pas. Quand vous voyez M. Ouattara, c'est un francophile qui ne s'en cache pas. Que vous allez au Gabon, c'est la même chose. Ici, il y a très peu de panafricanistes sur le continent africain, du moins dans l'espace francophone d'Afrique. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut une nouvelle génération. Parce que le tout n'est pas de chercher la rupture au niveau des générations, c'est-à-dire engager cette rupture intergénérationnelle. Non. Il ne faut pas qu'on ait une transposition politique. C'est-à-dire que ceux qui arrivent font exactement ce qui repose sur eux, comme je le constate d'ailleurs. C'est-à-dire qu'ils font quelquefois la même chose, ou même pire que ce qui reproche au système d'en face. Donc je pense qu'il faut d'abord que nos leaders, notre élite politique, nous convainquent de ce que elle est convaincante, c'est-à-dire qu'elle a une idéologie, elle a un projet, et surtout un projet panafricain. On parle de projet, Eric Pépin Bikaï, projet, mais malheureusement on ne le voit pas. Et parce qu'on ne voit pas ce projet, pourtant ces deux personnes qui sont justement au perchoir dans les deux chambres nationales, on a l'impression qu'ils auraient pu aller en retraite, ils auraient pu peut-être aller se retrouver au village avec leurs enfants, leurs petits-enfants, mais ils sont encore aux affaires. Non, ils sont là parce que justement il y a un projet. C'est-à-dire ils s'inscrivent dans le cadre de la stratégie du président Biya, qui lui a un projet depuis 1989 avec son livre publié sur la place publique baptisé « Pour le libéralisme communautaire ». Je pense que c'est sur ça que M. Biya s'appuie pour pouvoir penser, orienter le développement du Cameroun. Donc, ça veut dire que tous ceux qui viennent derrière lui n'ont pas des efforts à faire. M. Cavaille, même dans sa propre circonscription électorale, n'a pas battu campagne sous le prisme d'un projet au niveau local. C'est-à-dire s'inscrit comme étant au cadre de l'administration, troisième personnalité du pays, et puis il veut le suffrage de la population. Accessoirement, on peut avoir une redistribution, quelques postes dans la fonction publique, quelques points d'eau et autres. Oui. Mais le travail est un peu plus difficile pour les partis de l'opposition en termes de projet. Parce que, je disais ça tout à l'heure, dans un environnement comme le Cameroun, on connaît deux personnalités fortes. On connaît le président Ahidjo, paix à son âme, et on connaît le président Biya. Ça veut dire que pour ceux qui y arrivent, comme disait Albert Nato tout à l'heure, et qui aspirent à être président de la République, il est très difficile pour eux de pénétrer les espaces ruraux. Parce que ça peut, même en termes d'espaces urbains, parce que les gens ont comme l'impression que vous êtes des flagonneurs. Vous n'êtes pas capable de pouvoir proposer autre chose que ce qu'on les a déjà proposé. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure il disait que il a comme l'impression que ceux qui arrivent viennent se faire de l'argent. Or, nous sommes d'accord que la définition d'un politicien réside sur deux éléments: le confort intellectuel et le confort financier. L'un sans l'autre, c'est impossible. Il faut qu'on se le dise. Parce qu'un politicien doit avoir la capacité... Et dans votre parti politique, on s'est rendu compte que finalement, ça peut se faire. Ça peut se faire, mais ça a des limites. Ça veut dire que les gens ne vont pas boire les paroles. Votre président n'avait pas d'argent, mais il s'en est quand même sorti. Je suis en train de dire ceci. Les gens ne vont pas boire éternellement les paroles. Oui. Parce qu'il y a des gens qui peuvent t'attendre lors d'une visite locale jusqu'à 2 heures. Tu ne viendras pas, tu leur dis non, je compte développer, construire, c'est non. Il faut venir également avec quelque chose. Ça peut passer parce que ça correspond à un contexte et à une circonstance. Mais ça ne peut pas être une règle. L'engagement en politique réside sur le confort financier de celui qui veut aspirer à la majorité suprême, mais accessoirement sur le confort intellectuel. Je m'inscris en faux. Hein. Allons-y rapidement. Je m'inscris en faux. Totalement en faux. Un bon leadership n'a pas besoin d'avoir des moyens suffisants pour conduire un peuple. Un bon leadership est celui qui sait utiliser les atouts que disposent ces peuples pour créer de la richesse. C'est différent. Et cette conception tue l'Afrique. Écoute, je vais te dire. Laissez-moi finir. Rapidement. Cette conception a tué l'Afrique. Ça a créé ce que exactement Albert a ici parlé de l'homme politique, homme d'affaires. Ça dit qu'on pense qu'il faut d'abord s'enrichir. Et puisque vous n'avez pas un autre moyen de s'enrichir, vous allez vous servir donc de votre pouvoir ou de votre position sociale pour pouvoir vous renflouer les poches au détriment
de la fonction pour laquelle, d'abord de la fonction pour laquelle vous êtes élu, en plus de la population qui est bénéficiaire de cette fonction. C'est cela qui tue l'Afrique. Mandela, quand il a pris le pouvoir, quand il est venu au pouvoir, quand il a commencé la politique dans son engagement était poussé par les aspirations du peuple sud-africain, noir. Il n'avait pas tout le moyen. La preuve en est que Mandela sillonnait toute l'Afrique pour avoir n'avait pas de moyens non plus. Ils n'avaient pas de moyens matériels et financiers. Oumnobé n'avait pas de moyens. Mais Oumnobé n'avait pas le moyen. Ils avaient des idées et leurs idées correspondaient aux besoins de leur peuple. Leur peuple leur a donc porté, leur ont donné l'onction pour le représenter. C'est ainsi que se constitue le moyen. Et je vais te dire encore une fois, l'Afrique n'a pas besoin des hommes qui cherchent les moyens parce que l'Afrique a des moyens. J'ai dit qu'un bon homme visionnaire en Afrique n'aura pas besoin de tendre la main aux puissances occidentales, comme la France qui est un pays pauvre, comme les États-Unis qui dépendent du pillage du Moyen-Orient et de l'Afrique. Nous avons tout en Afrique. Nous avons donc besoin d'un leadership révolutionnaire, visionnaire et panafricaniste. Suivez mon regard. Révolutionnaire parce qu'il faut rompre avec les mauvaises habitudes, les mauvaises conceptions qu'on a héritées qui détruisent l'Afrique. 50 ans pour les indépendances, nous sommes incapables de prendre des décisions concernant nos pays. Nous utilisons encore des constitutions calquées sur base des constitutions occidentales. Nous avons une élite avec des diplômes, mais incapable de réfléchir. La société africaine, dans son essence culturelle, comme le disait Albert Haïssi, mais c'est une aberration. Nous avons besoin donc d'un leadership révolutionnaire, rompre avec toutes ces choses-là, mais un leadership visionnaire. C'est-à-dire, il faut dire, avec tous les atouts que nous avons, quelle sera l'Afrique dans 50 ans? Quelles sont donc les bases que nous devons poser aujourd'hui pour que tout ce qui s'engage dans la politique puisse les intégrer dans leur système? Et enfin, il faut être panafricaniste. C'est-à-dire, il faut comprendre que nous ne pouvons pas évoluer seuls. Le Cameroun à part, le Congo à part. Les bassins du Congo est constitué de pays comme le Cameroun, comme la RDC, mon pays, comme le Congo-Brazzaville, la Centrafrique. C'est la partie la plus riche du globe terrestre. Paradoxalement, c'est la partie où les gens vivent avec moins d'$1 par jour. Et vous voulez me parler qu'il faut un leadership qui a besoin de chercher l'argent? Mais attends, c'est une contradiction. Nous avons besoin d'un élitisme responsable qui comprend que nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir développer nos pays. Et je vous mets en défi. Si nous appliquons ces projets panafricains tels que l'avaient défendu les Kwame Nkrumah, les Sankara, les Lumumba, et pour lesquels ils ont donné leur vie, je te dis, à moins de 10 ans, l'Afrique centrale peut faire un bond en avant qui va dépasser la France et même l'Italie. Non, moi je te mets en défi. Je vais juste. Merci, Dr Bénécris. Allons-y avec. Docteur ne m'a pas compris. Et puis moi, je n'aime pas les débats panafricanistes. Parce qu'il faut sortir de la guerre froide. On n'est pas dans la guerre froide. En fait, c'est la seule dynamique qui peut lancer la parler en tout cas de la gérontocratie et de toutes les personnes qui sont encore au pouvoir étant vieux. Il faut sortir des idées de la guerre froide pour se projeter dans le nouveau monde. Le nouveau monde aujourd'hui a ses réalités. C'est qu'il y a la Chine qui caracole parmi les premières puissances mondiales. Qu'on a calqué comme étant un pays qui a 50 ans, c'est un pays pauvre. Et puis il y a les autres, les occidentaux. Ça, c'est la réalité de ce nouveau monde. Qui se disent démocrates également. Moi, personnellement, j'ai évoqué tout à l'heure, pour un politicien opérationnel, parce que sur de la philosophie, je reste dans un cas pratique. Je suis dans les cas pratiques. Voilà. Pour un politicien opérationnel, j'ai dit tout à l'heure qu'il a besoin d'un confort intellectuel et d'un confort financier. Dans le confort intellectuel, il faut convoquer la logistique. C'est-à-dire que lorsqu'il doit se rendre sur un site, on a eu un événement malheureux, Ngouaché, à la fin de l'année passée, dans l'ouest du Cameroun, c'est-à-dire, pour un politicien, si je me définis comme politicien, et qu'il y a un événement comme ça, je dois être en principe sur le site 2 heures ou alors quelques minutes après l'événement. Mais c'est pas obligé. Si j'attends et que je vienne après, il y a un problème parce que je ne peux pas me déployer. Maintenant, si j'ai besoin de la stratégie... On ne peut pas se déployer parce qu'on est déjà vieux. Parce que tu n'as pas une base. Je ne suis pas en train de pouvoir mettre ça sur le prisme de la stratégie. Je mets cette idée sur le prisme de l'opérationnalité. Que quel qu'en soit le cas, il faudrait que le politicien ait un minimum. Mais justement. Pour qu'il ne soit pas obligé de faire les compromissions. Ça, c'est bien dit. Je suis d'accord avec tout ce qu'on dit. On ne peut donc pas avoir... La raison pour laquelle il a dit tout à l'heure, c'est que la plupart des partis d'opposition qui sont là sont des satellites, généralement des partis au pouvoir. Ils sont donc obligés de vivre sur le prisme des chèques en blanc. Non, parce qu'ils font de la politique du ventre. Mais qu'est-ce que vous voulez? Mais ils sont définis sur les soins pour politique. Mais si on vous a compris, on vous a tellement bien compris. Albert Anatola ici, en conclusion, rapidement sur ce sujet. Non, écoutez, en conclusion, je pense que le panafricanisme, c'est la solution. Voilà. C'est l'avenir. Vous savez, comme je l'ai indiqué tantôt, pourquoi est-ce que les 14 pays de l'espace francophone d'Afrique ont plus de problèmes que
les pays de l'espace anglo-saxon. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il y a cette dichotomie-là? Parce que nous sommes restés dans le paradigme du néocolonialisme, du paternalisme, de la condescendance, de l'escroquerie, du capitalisme. Donc je pense, à mon sens, qu'il faut une rupture brutale, parce qu'il ne faut même pas que ce soit graduel. Donc on peut profiter de cette crise de Covid-19 pour sortir de tout ça. J'ai eu à évoquer cet aspect de la chose lors de ce plateau. C'est-à-dire que je pense que l'Afrique peut profiter. Cette crise devrait même profiter à l'Afrique. En réalité, c'est-à-dire, nous avons déjà commencé à fermer nos frontières terrestres, maritimes et tout ce qui cela comporte. Maintenant, il faut penser à un modèle économique, penser à un modèle de développement, mais surtout, il faut changer l'élite. Messieurs, je m'en voudrais un peu. Non, l'émission est terminée. L'émission est terminée, messieurs. Un petit mot. Rapidement, en quelques secondes. La difficulté également de l'Afrique et de ce panafricanisme réside sur le fait qu'on n'a pas les outils nécessaires pour pouvoir aller au cinéma. Pourtant, tout le monde pense que nous avons des outils. Merci beaucoup. Nécessairement parce que les autres peuples ont ce qu'on appelle la bombe nucléaire. C'est une bombe de dissuasion. Nous avons l'uranium, et on n'en a pas. Bon, actuellement, il faudrait qu'on en arrive là pour qu'on essaie un peu de se comparer. Nous avons l'uranium, monsieur. Africain qui a l'uranium. N'oubliez surtout pas. On va l'avoir pour qu'on puisse également. Messieurs, je vous dis merci. Merci d'avoir participé à cette édition de DBS Matin, la dernière édition d'ailleurs du genre de cette semaine.